J'ai 74 ans, une insuffisance cardiaque et une fille qui a 41 ans et qui ne me parle pas. Je mérite ça. Ce que je ne méritais pas, c'est qu'elle grandisse en croyant que je suis parti parce que je ne voulais pas d'elle. Je suis parti parce que je ne voulais pas de moi. Il y a une différence. Je n'ai jamais su comment la lui expliquer. Et maintenant elle a 2 enfants, un mari breton et une vie à Brest. Et moi, j'ai une lettre non envoyée dans un tiroir depuis 17 ans. Laissez-moi vous raconter. Je m'appelle Jean-Pierre Aubert. Je suis né à Sète en 1950, fils d'un ouvrier de chantier naval et d'une institutrice alsacienne. Sète, c'est une ville de pêcheurs et d'artisans. Ça sent le sel et l'huile de moteur, et les gens n'y font pas de discours inutiles. Mon père était comme ça, direct, solide, pas bavard. Il m'a dit une seule chose qui m'est restée. J'avais 12 ans. Il rentrait du travail, les mains noires de cambouis, et il a dit « Un homme protège ceux qu'il aime ». C'est tout. Pas d'explication. Il est allé se laver les mains. J'ai mis cette phrase dans ma poche et je l'ai portée pendant 60 ans. Je croyais savoir ce qu'elle voulait dire. En mars 1959, j'avais 18 ans et j'ai reçu une convocation. Le gouvernement appelait ça des opérations de maintien de l'ordre. C'était la guerre d'Algérie, mais on ne disait pas ce mot-là. On disait les événements. J'ai pris le train jusqu'à Marseille, le bateau jusqu'à Oran, et je suis arrivé dans la chaleur sèche de Tlemcen en me demandant sur quelle planète j'avais atterri. J'avais 18 ans. Je ne comprenais rien. Je faisais ce qu'on me disait. En octobre 1960, dans une ferme près de Benissaf, une nuit sans lune, j'ai vu quelque chose. Je n'ai rien dit. J'aurais pu dire quelque chose, j'en suis presque sûr, certains jours. D'autres jours, je ne suis sûr de rien. Ce que je sais, c'est que je suis resté debout contre le mur, les bras le long du corps, et qu'un homme répétait « Je ne sais rien, je ne sais rien », et que l'officier Beaumont continuait quand même. L'odeur de kérosène, la couleur du mur, le son de cette voix, ça, je ne l'ai jamais oublié. Je suis rentré en France en février 1961. J'avais 20 ans et un regard que ma mère ne reconnaissait pas. Elle ne m'a pas posé de questions. En 1961, personne ne posait ces questions-là. La France voulait oublier. On a tous oublié ensemble, officiellement. À l'intérieur, c'est autre chose. J'ai rencontré Martine en 1966. Elle était gaie, pratique, belle, et elle ne posait pas de questions difficiles. On s'est mariés en 1968. J'ai travaillé 30 ans dans une usine de composants métalliques à Sète, puis comme représentant de commerce. Une vie ordinaire, pas malheureuse, pas entière non plus, mais je ne savais pas encore faire la différence. Isabelle est née en 1984. Grossesse surprise. Quand je l'ai tenue dans mes bras à la maternité pour la première fois, j'ai ressenti 2 choses simultanément. Un amour absolu et une terreur absolue. Les mêmes mains, le même homme. Je regardais cette petite fille parfaite et je pensais à Benissaf sans vouloir y penser. Je me suis dit que ça passerait. Ça n'a pas passé. Les 3 années suivantes, j'ai essayé d'être père. Il y avait des moments bons. Je l'emmenais au marché dans un chariot en bois. Elle riait. Ce fradement de mémoire, je l'ai encore. Mais les cauchemars empiraient. Je buvais plus que je ne le reconnaissais. Une nuit de janvier 1987, je me suis réveillé en criant. J'ai repoussé Martine sans le vouloir,
et Isabelle, dans la chambre à côté, s'est mise à pleurer. Je me suis levé. J'ai fait mes bagages. J'ai dit à Martine, « Je ne suis pas bon pour vous. » Elle n'a pas essayé de me retenir longtemps. Je croyais que je la protégeais, Isabelle. Je croyais que l'éloigner de moi était la seule façon de ne pas lui transmettre ce que je portais. C'est la logique d'un homme brisé qui n'a jamais été soigné. Ce n'est pas une excuse. C'est une explication que j'aurais dû donner il y a 37 ans et que je n'ai pas donnée. Martine a dit à Isabelle que son père était parti parce qu'il ne voulait pas de cette vie. C'est partiellement vrai. C'est complètement faux. Isabelle a grandi avec cette version-là. En 1991, l'historien Benjamin Stora a publié un livre sur la guerre d'Algérie. Je l'ai acheté. J'ai lu jusqu'à la page 47. J'ai fermé le livre et je ne l'ai plus ouvert. Il est encore sur l'étagère, avec le marque-page à la page 47. 33 ans que je passe devant tous les matins. En 2003, Martine m'a appelé, la seule vraie conversation depuis le divorce. Elle m'a dit « Elle ne te cherche pas, Jean-Pierre. » Mais elle n'a pas non plus tiré le trait. Tu comprends ce que ça veut dire? Je comprenais. Je n'ai rien fait. En 2019, Isabelle m'a envoyé un email. 5 mots. Je sais que tu existes toujours. J'ai mis 8 mois à répondre. Quand j'ai finalement répondu, elle n'a pas répliqué. J'ai retourné la photo d'elle, celle qu'elle a 2 ans, contre le mur. Elle est restée comme ça jusqu'en mars 2024. Je vois Bernard Cassagne 1 fois par mois dans un café de Montpellier. Bernard a 76 ans, il a fait la même guerre que moi, et il a réussi à ne pas tout perdre. Un jour de mars, il m'a dit que son fils l'avait appelé, le fils qui ne lui parlait plus depuis 12 ans. Ils avaient pris un café ensemble. Bernard rayonnait de ce soulagement lourd que j'ai l'impression de ne jamais avoir porté. Je l'ai regardé plier sa serviette de table et j'ai pensé « Je voudrais ça, juste ça. » « Tu devrais essayer, m'a-t-il dit. C'est pas forcément trop tard. » Pour ce que j'ai à dire, j'ai répondu lentement. Je ne suis pas sûr qu'il existe le bon moment. Il a hoché la tête. Il n'a pas insisté. Mais 3 semaines plus tard, dans un autre café, il a dit quelque chose sans savoir à quoi je pensais. On n'envoie pas une lettre pour avoir une réponse. On l'envoie pour arrêter de la porter. Je suis resté 2 jours avec cette phrase dans la tête. Un matin de mars, sans raison apparente qui me vienne à l'esprit maintenant, j'ai retourné la photo d'Isabelle face à moi. J'ai regardé la petite fille de 2 ans sur cette photo. J'ai pris un vieux cahier et j'ai écrit son nom en haut d'une page blanche. Isabelle. J'ai regardé ce nom pendant 11 minutes. J'ai fermé le cahier. Je suis allé chercher un 3e café. Ce soir-là, la consultation de routine chez le docteur Hakimi. Karim Hakimi, 45 ans, cardiologue, fils d'immigrés de Tlemcen. La même région. Je le sais depuis 3 ans. Je ne lui ai jamais dit. Il regardait mes résultats. Il m'a demandé comment je dormais. Bien, j'ai dit. Vous rêvez souvent, monsieur Aubert? Tout le monde rêve, docteur. Des cauchemars? 4 secondes de silence. Parfois. C'est l'âge. Il m'a regardé un moment de trop. Il a noté quelque chose dans mon dossier. J'ai baissé les yeux sur mes mains, la moitié du petit doigt manquante, les nœuds arthritiques, et j'ai pensé à Tlemcen sans le vouloir. Le cœur, monsieur Aubert, il a dit sans lever la tête, il supporte beaucoup, mais pas indéfiniment. Je savais qu'il parlait du muscle, mais j'ai entendu autre chose. La nuit du cauchemar différent, c'était un samedi. Je me suis réveillé à 2h30. Cette fois, ce n'était pas Bénissaf. C'était Isabelle. Elle avait 3 ans dans le rêve, et elle était dans une pièce vide, en train de m'appeler. J'étais de l'autre côté de la porte, la main sur la poignée,
et je n'arrivais pas à ouvrir. J'ai été assis dans le noir pendant 40 minutes, la main sur la poitrine, à attendre que le cœur se calme, puis j'ai allumé la lumière. J'ai ouvert le cahier, et pour la première fois depuis 60 ans, j'ai écrit ce qui s'est passé à Benissaf. J'ai écrit le nom de Beaumont. J'ai écrit l'odeur de kérosène. J'ai écrit « Je n'ai rien dit » et j'ai entouré ces mots avec le stylo jusqu'à ce que le papier se marque légèrement. La main qui tenait le stylo tremblait. Ce n'était pas la même honte physique que d'habitude. Cette brûlure dans le visage que les Français de ma génération appellent « cham » sans le dire en français. C'était autre chose. C'était comme poser quelque chose de lourd sur une table. Pas le faire disparaître, juste le poser. J'ai écrit le nom d'Isabelle à la fin. Une semaine après, au marché du Mausson, j'ai croisé Geneviève, une cousine éloignée, côté paternel. Expansive, bien intentionnée, implacable. « Jean-Pierre, tu as des nouvelles d'Isabelle ? J'ai vu sur Facebook qu'elle a des enfants magnifiques. Elle t'a invité à voir les petits ?» Le sac de légumes dans la main. Le bruit du marché autour, indifférent. « On n'est pas très proches, j'ai dit. Ah, c'est dommage. Mon père à moi, il était là jusqu'au bout. C'est irremplaçable, tu sais. » Elle a continué à parler. J'ai entendu le mot « irremplaçable » et j'ai pensé à Lucas, 14 ans, et Camille, 11 ans. Les noms de mes petits-enfants que je connais parce que j'ai trouvé le profil d'Isabelle en ligne en 2020 et que je les ai mémorisés sans le décider. Des petits-enfants qui ne savent probablement pas que j'existe, ou qui savent ce que Martine a dit, que leur grand-père est parti parce qu'il ne voulait pas. J'ai senti la poitrine se serrer, physiquement cette fois, pas une métaphore. J'ai posé discrètement la main sur le gilet, à l'endroit du sternum. Geneviève n'a pas remarqué. Je suis rentré à la maison avec les légumes, et j'ai mis le sac sur le plan de travail sans rien déballer. Le vendredi suivant, après avoir nettoyé l'appartement, je nettoie tous les vendredis avec une méthode obsessionnelle. C'est ma façon de garder quelque chose sous contrôle. Je me suis assis à la table. J'ai ouvert le cahier. J'ai recopié la confession sur des feuilles séparées, plus lisibles. Et puis j'ai écrit une lettre. Pas pour demander pardon. Le pardon, c'est à elle d'en décider. Ce n'est pas quelque chose qu'on s'octroie en écrivant. Pas pour effacer ce qui s'est passé. Juste pour lui donner la vraie version. Benissaf, Beaumont. Pourquoi je suis parti. Ce que je croyais faire. Ce que ça n'a clairement pas réparé. J'ai écrit « Tu as grandi avec la mauvaise version de l'histoire. Je ne peux pas changer ça. Mais tu mérites la vraie. » J'ai plié la lettre. J'ai mis l'enveloppe. J'ai écrit l'adresse de Brest que je connais par cœur. Je ne sais pas depuis quand je la connais par cœur. Je l'ai apprise sans le décider, comme les prénoms des enfants. J'ai pris le cache-colle bordeaux de Martine. Il est toujours sur le porte-manteau de l'entrée. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai jamais enlevé. Je l'ai tenu dans les mains un moment. Puis j'ai mis la lettre dans la poche du gilet et je suis sorti. La lumière de fin d'après-midi entrait par la fenêtre à un angle inhabituel. Le soleil se lève rarement du bon côté dans cet appartement. Dehors, il y avait une odeur de jasmin d'un pot sur le trottoir. Je me suis arrêté une seconde. J'ai respiré. La lettre a coûté 1,16 € de timbre. C'était il y a 2 semaines. Isabelle n'a pas répondu. C'est son droit. Je ne sais pas si elle a lu. Je ne sais pas si elle lira un jour. Je ne sais pas si la vérité arrivée 37 ans trop tard peut encore servir à quelque chose. Peut-être que non. Peut-être que certains silences ont une durée de péremption et qu'une fois dépassés, les mots ne font qu'ajouter du poids.
Mais je n'écris plus de lettres que je n'envoie pas. Le lendemain de l'envoi, j'ai descendu la boîte en métal du haut de l'armoire, la vieille boîte à biscuits Bonne Maman avec les fleurs délavées. Je l'ai ouverte à la lumière du jour, dans ma salle, pour la première fois depuis des années. Les photos de l'Algérie, la carte de caporal que je n'ai jamais montrée à personne, la lettre de Beaumont de 1962, courte, formelle, n'admettant rien. J'ai regardé tout ça. Je n'ai rien jeté. J'ai refermé la boîte et je l'ai posée non plus en haut de l'armoire, mais sur l'étagère, à hauteur des yeux. J'ai appelé Bernard pour lui dire que j'avais envoyé la lettre. Il a été silencieux une seconde. « Bien », il a dit. « Juste ça. » C'était suffisant. Le soir, j'ai regardé le journal. La photo d'Isabelle était face à moi sur l'étagère. Je ne l'ai pas retournée. Mon père disait « Un homme protège ce qu'il aime ». Pendant 60 ans, j'ai vécu cette phrase comme une accusation. Je suis parti, j'ai échoué. Je suis resté silencieux, j'ai échoué. La phrase m'a condamné en permanence et j'ai cru mériter cette condamnation. Mais il y a quelque chose que je comprends maintenant, à 74 ans, avec un stent dans la poitrine et peut-être 5 ans devant moi, si le cœur veut bien coopérer. Mon père pensait à la présence quand il disait ça. Travailler, rester, être là. C'est ce que sa génération avait appris à appeler protection. Ma génération a appris autre chose, le silence. On ne l'a pas décidé, on nous l'a enseigné. La France a appelé une guerre des événements pendant 40 ans. Des hommes sont rentrés de là-bas avec des choses dans les mains et dans la tête, et personne ne leur a donné de langage pour nommer ce que c'était. Le silence n'était pas ma lâcheté uniquement. C'était le langage de toute une époque. Je comprends ça. Et comprendre ça ne répare rien. Mais ça change quelque chose à comment je porte le poids. Pas combien. Comment. Protéger Isabelle aujourd'hui, à 74 ans, ça ne peut plus vouloir dire être là. C'est trop tard pour ça. Ça veut dire lui donner ce qui lui appartient, la vraie version. Lui rendre la possibilité de comprendre pourquoi son père est parti, à défaut de lui rendre le père absent. Elle peut faire ce qu'elle veut avec cette information, la rejeter, l'accepter, la garder dans un tiroir comme j'ai gardé mes lettres. C'est à elle. C'est peut-être ça, protéger ce qu'on aime quand il est trop tard pour presque tout le reste. Je suis Jean-Pierre Aubert, 74 ans. Je vis à Montpellier dans un appartement où il n'entre jamais de soleil direct, sauf quelquefois en fin d'après-midi quand l'angle est bon. Le livre de Stora est toujours à la page 47. Je ne sais pas si je l'ouvrirai un jour. Peut-être que la page 48 peut attendre encore un peu. Isabelle a mon adresse. Elle l'a toujours eue. Elle a maintenant la vraie version aussi. Peut-être qu'elle ne répondra jamais. Peut-être que c'est juste. Peut-être que ce n'est pas le point. Le point, c'est que pendant 37 ans, je lui ai retiré quelque chose qui lui appartenait. La vérité sur son propre père. Ce n'est pas un homme qui protège. C'est un homme qui se protège. Il y a une différence. J'ai mis 70 ans à la voir. Si vous lisez ceci et qu'il y a quelqu'un dans votre vie à qui vous devez une vérité, pas des excuses, pas des explications élaborées, juste la vraie version de ce qui s'est passé, je vous demande de vous poser une question. Est-ce que vous attendez le bon moment? Parce que j'ai attendu le bon moment pendant 37 ans. Le bon moment n'est pas venu. J'ai envoyé la lettre quand même. Et c'est la chose la plus proche du bon moment que j'ai connu depuis longtemps. Y a-t-il quelque chose que vous n'avez jamais expliqué à quelqu'un d'important? Non pas parce que vous ne le vouliez pas, mais parce que l'explication exigerait de révéler quelque chose que vous n'avez jamais admis,
même à vous-même.